Medicoris 2020, la BPCO, synthèse du guide du parcours de soins édité par l'HAS en janvier 2020, et ce module concerne exclusivement la prise en charge d'une exacerbation aiguë de BPCO. Il a pour objectif de savoir reconnaître les exacerbations de BPCO, savoir quand hospitaliser le patient et quelle est la prise en charge en ambulatoire. Reconnaître une exacerbation de BPCO. La journée commence avec mon patient, BPCO connu, qui vient en consultation ou m'appelle pour me signaler qu'il tousse plus, ou qu'il est davantage gêné pour respirer, ou que ses crachats sont plus épais et plus foncés que d'habitude. Oui, il doit faire une exacerbation aiguë. La définition officielle d'une exacerbation est décrite ainsi. Chez un patient connu, le diagnostic repose sur une aggravation des symptômes respiratoires, au-delà des variations quotidiennes, comme la toux, le volume et ou la purulence de l'expectoration ou la dyspnée, conduisant à une modification thérapeutique pendant une durée supérieure à 24 heures pour une seule augmentation des bronchodilatateurs. La cause est le plus souvent infectieuse, bactérienne ou virale, mais elle peut être liée aussi à l'arrêt du traitement ou à la reprise du tabac. Dans un tiers des cas, la cause ne sera pas retrouvée. Parfois, c'est justement un tableau d'exacerbation qui nous fait poser le diagnostic de BPCO. En pratique, l'exacerbation pose 3 difficultés principales. Est-ce bien une exacerbation? Faut-il donner un antibiotique? Et faut-il hospitaliser le patient? L'idéal serait de pouvoir répondre non aux 2 dernières questions, car toute antibiothérapie peut sélectionner des bactéries résistantes et l'hospitalisation fait courir le risque de transmission de bactéries multirésistantes et d'une perte d'autonomie. Des facteurs favorisant les exacerbations ont été identifiés et sont à rechercher afin de prévenir de nouveaux épisodes. Le manque d'activité physique, donc la sédentarité, la poursuite ou la rechute du tabagisme, un reflux gastro-œsophagien, la douleur ou l'anxiété, et les médicaments dépresseurs respiratoires nouvellement introduits. Il a été montré dans les études que plus un patient fait d'exacerbation, plus il risque d'en faire et que ça augmente le risque de dégradation de l'état nutritionnel et musculaire, de dépression, le tout ayant pour conséquence un impact négatif sur la survie, la qualité de vie, l'activité physique et les comorbidités. L'enjeu est donc d'éviter la survenue de nouvelles exacerbations et on retrouve dans les facteurs favorisants plusieurs axes thérapeutiques comme l'entretien d'une activité physique, l'arrêt du tabac ou encore le traitement du reflux. Devant notre patient en consultation, notre réflexion va passer par 4 étapes évidentes qu'il convient de rappeler. Première étape, confirmation du diagnostic et surtout, on élimine un diagnostic différentiel. Deuxième étape, faut-il hospitaliser ce patient? Troisième étape, faut-il donner un antibiotique, car ce n'est pas systématique, et lequel? Quatrième étape, discuter la corticothérapie orale et la kiné respiratoire. Première étape, confirmation du diagnostic. Je me remets dans la tête le profil un peu caricaturé du patient BPCO, souvent fumeur ou ancien fumeur, sédentaire, donc en surpoids, avec un terrain cardiovasculaire. Les diagnostics différentiels le plus souvent rencontrés sont donc une poussée d'insuffisance cardiaque, une insuffisance cardiaque aiguë liée à un syndrome coronarien aigu, une embolie pulmonaire, une pneumopathie communautaire ou non communautaire si mon patient est souvent hospitalisé malgré la vaccination anti-pneumococcique. Il est aussi essentiel de confirmer l'observance du traitement et l'arrêt du tabac. Deuxième étape, faut-il hospitaliser ce patient? Alors beaucoup de bon sens. L'analyse de base, état respiratoire, hémodynamique et neurologique. Évidemment, si je vois des signes de détresse respiratoire, d'hypercapnie ou d'insuffisance cardiaque aiguë, il n'y a pas beaucoup de doute. Mais il ne faut pas oublier de prendre en compte la vitesse d'installation du tableau et le terrain, notamment l'âge supérieur à 85 ans, la sévérité de la BPCO, l'état de santé global du patient et sa situation sociale. Pour être exhaustif, voici la liste des critères d'hospitalisation énumérés par l'HAS et classés en 3 groupes. Un seul suffit. Les critères liés à l'épisode actuel. Un début rapide, une aggravation rapide devra faire hospitaliser le patient. Des signes de lutte respiratoire, une respiration paradoxale, un encombrement bronchique important, une difficulté à la toux, une saturation inférieure à 90%, de la cyanose, des signes d'hypercapnie avec un flapping trémor, des sueurs, des céphalées, une hypertension artérielle, des troubles de la vigilance, une désorientation temporospatiale ou un trouble de la conscience, une mauvaise tolérance cardiologique avec une tachycardie à 110 par minute, des œdèmes périphériques, des douleurs thoraciques, un ECG anormal ou encore une altération de l'état général. Les critères liés au terrain sont une BPCO sévère, c'est-à-dire une dyspnée à l'état basal MMRC4, ce qui signifie que le patient est dyspnéique au moindre effort,
patient déjà sous oxygénothérapie aux longue durée, exacerbation fréquente, un âge supérieur à 85 ans, un mauvais état global de santé avec absence d'autonomie au domicile, faible niveau d'activité, patient alité. Les comorbidités significatives à prendre en compte sont surtout les antécédents cardiaques, un diabète insulinodépendant et une anémie. Ou encore un contexte social, patient isolé, seul à domicile. Si les gaz du sang ont été effectués, des signes d'acidose respiratoire non compensée devront faire hospitaliser le patient, et si la radio pulmonaire montre des modifications radiologiques. On garde à l'esprit que si le patient était dans le groupe A ou B de la classification Gold, une hospitalisation pour exacerbation imposera le changement du traitement de fond. Mais si la situation nous permet donc d'éviter l'hospitalisation, quels examens complémentaires demander ? En théorie, aucun examen complémentaire n'est nécessaire au diagnostic. La CRP pourrait avoir un rôle pronostic sur la gravité, mais ne doit pas être réalisée en systématique. Les publications divergent et l'HAS ne la recommande pas non plus en systématique, en ambulatoire. Il faudrait demander des gaz du sang si la saturation en oxygène est inférieure à 90%, mais en théorie, si il a moins de 90% de SAT, il faudrait hospitaliser le patient, mais tout dépend du contexte. En fonction des comorbidités, surtout cardiaques, diabète et anémie, de l'infection, on prescrira un bilan sanguin, NFS-CRP, glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, urécréate, BNP ou NT-proBNP. Si doute diagnostique, on peut rajouter les dédimères, une échographie du cœur ou une radio pulmonaire. Concernant le CBC, l'examen cytobactériologique des crachats, il est réservé aux patients ayant déjà été hospitalisés, chez qui on recherche notamment une colonisation par Pseudomonas aeruginosa sur avis du pneumologue. Si échec d'une première antibiothérapie, on pourra également le demander. Et un petit rappel en passant sur le CBC, il s'agit de l'examen d'un crachat profond et non salivaire obtenu par effort de toux ou kiné respiratoire. Le mieux est qu'il soit réalisé le matin à jeun, après un rinçage de la bouche avec de l'eau, si possible stérile, sinon du robinet. Troisième étape de la consultation, quelle prise en charge thérapeutique ? Elle repose sur 3 axes résumés ainsi. Diminuer la dyspnée avec les bronchodilatateurs et la corticothérapie orale, diminuer l'encombrement bronchique avec la kinésithérapie, et troisièmement, traiter l'infection si besoin avec les antibiotiques. Les bronchodilatateurs sont le traitement pharmacologique de la dyspnée. Le soulagement de la dyspnée est la priorité pour le patient. La première chose à faire est donc de lui faire inhaler des bronchodilatateurs de courte durée d'action, bêta-2 mimétiques, de préférence avec ou sans anticholinergique. Pour réviser leur petit nom, il y a dans les bêta-2 mimétiques, ou SABA, Short Action Beta Agonist, salbutamol et terbutaline. Salbutamol existe sous la forme de ventoline aérosol doseur, Aéromir autohaleur et ventilastin novohaleur. Terbutaline existe sous la forme de bricanyl turbuhaleur. Pour ces 2 molécules, il faut prendre 1 à 2 bouffées dès les premiers symptômes, à répéter dans la journée avec maximum 8 bouffées par 24 heures. Côté anticholinergique, ou SAMA, Short Action Muscarinic Antagonist, on a le bromure d'ipratropium, commercialisé sous le nom d'Atrovan, aérosol doseur, 1 à 2 bouffées, maxi 16 bouffées par 24 heures. Il existe aussi un inhalateur associant un SABA et un SAMA, phénotérol et ipratropium, commercialisé sous le nom de Bronchodual aérosol doseur. Pour la prescription, ils ont quasiment tous la même posologie, 1 à 2 bouffées dès les premiers symptômes, mais ce sera maximum 8 bouffées par jour pour les SABA, salbutamol et terbutaline, contre 16 bouffées par jour pour ipratropium. Pour les aérosols doseurs, il ne faut pas hésiter à prescrire une chambre d'inhalation si on se doute que la coordination pression-inhalation n'est peut-être pas bien maîtrisée. En cas de BPCO sévère, avec un VEMS inférieur à 50%, il est recommandé de prescrire des nébulisations. Les molécules sont les mêmes. Côté SABA, salbutamol 2,5 mg ou terbutaline 5 mg, 1 à 2 doses, à renouveler maximum 8 fois par 24 heures. Côté SAMA, on a ipratropium 0,5 mg qui nécessite d'être dilué dans un peu de sérum physiologique pour obtenir un volume de 5 ml à nébuliser. Il peut être renouvelé toutes les 20 à 30 minutes en théorie, mais cela s'applique plutôt aux patients hospitalisés. Il faudra faire une deuxième ordonnance pour la location de l'appareil. Il est encore mieux de préciser le type d'appareil. Pour les aérosols, c'est un nébuliseur pneumatique à tamis.
L'ordonnance est donc la suivante: location d'un compresseur et d'un nébuliseur pneumatique à tamis avec masque ou embout buccal. Ensuite, on se pose la question d'une corticothérapie orale, car comme les antibiotiques, elle n'est pas systématique. Elle permet d'obtenir une amélioration du VEMS et réduit la durée de l'exacerbation. Des experts divergent quant à son instauration compte tenu de la balance bénéfice-risque. Les recommandations internationales GOLD la recommandent systématiquement. Pour le NIS, il faut qu'il y ait une majoration de la dyspnée. Pour la SPLF, on la prescrit en cas de non-amélioration au bout de 48 heures de traitement. Donc pas de consensus, mais globalement 30 à 40 mg par jour pendant 5 à 14 jours. La posologie théorique est d'environ 0,5 mg par kilo, sans dépasser 40 mg par jour. Concernant la kiné respiratoire de désencombrement bronchique, elle n'est pas systématique en cas d'exacerbation de BPCO, mais est recommandée en cas d'encombrement bronchique important. La fréquence des séances est à adapter à l'évolution. C'est aussi l'occasion pour le kiné d'apprendre aux malades les techniques d'auto-désencombrement bronchique et de vérifier la bonne manipulation des traitements. L'antibiothérapie en ambulatoire. Comme toute antibiothérapie, il faut la prescrire quand elle est vraiment nécessaire pour éviter la sélection de bactéries résistantes. Mais dans quelle situation ? En cas de BPCO sévère, VEMS inférieur à 50%, l'antibiothérapie est systématique. Sinon, les antibiotiques ne sont recommandés qu'en cas d'aggravation de la purulence des expectorations. Changement de couleur, augmentation du volume et de leur épaisseur chez les patients ayant un VEMS inférieur à 80%. La durée de l'antibiothérapie sera toujours de 5 jours, même si les symptômes persistent au-delà. Alors, quel antibiotique choisir ? Il faut d'abord distinguer les patients à risque des autres patients. Les patients à risque sont les porteurs d'une bactérie résistante à l'ECBC, ceux ayant des antibiothérapies répétées, une BPCO sévère, et les patients dits exacerbateurs, c'est-à-dire qui font plus de 2 exacerbations par an. Les patients sous oxygénothérapie longue durée ou ayant une cardiopathie ischémique ou une corticothérapie orale chronique. Chez ces patients dits à risque, on prescrira amoxicilline acide clavulanique ou une C3G ou un antibiotique adapté aux résultats de l'ECBC si on en dispose. Les fluoroquinolones comme la lévofloxacine tavanique et la moxifloxacine EasyLox sont à garder en dernier recours. En cas d'exacerbation répétée, il faut changer d'antibiotique pour ne pas sélectionner de résistance. Si le patient n'est pas à risque, il y a plusieurs possibilités, mais préférez amoxicilline 3 g par jour ou pristinamycine 1 g 3 fois par jour ou encore un macrolide comme l'azithromycine 500 mg en une prise le premier jour, puis 250 mg une fois par jour les 4 jours suivants. Si le patient reçoit une antibiothérapie prophylactique par un macrolide comme l'azithromycine, on choisira une autre famille d'antibiotiques pour traiter l'exacerbation. Le patient BPCO peut devenir de plus en plus autonome et peut avoir initié de lui-même un antibiotique via son plan d'action qui lui a été remis. Vous pourrez trouver un exemple de plan d'action consultable sur le site de la SPLF qui reprend le raisonnement thérapeutique point par point, le tout pour guider le patient. Suivi de l'exacerbation. Une réévaluation clinique à 48 heures est indispensable. Elle permet d'évaluer l'évolution, notamment d'initier les antibiotiques ou la corticothérapie s'il n'était pas nécessaire initialement, mais aussi d'évaluer leur efficacité. Si mon patient me prévient qu'il n'y a pas d'amélioration après 48 heures d'antibiotiques, il faut se poser la question d'un autre diagnostic, comme une pneumonie, ou encore de la nécessité d'hospitaliser le patient, de faire un ECBC ou de demander l'avis du pneumologue. Un peu plus tard, au décours de l'exacerbation, il faut évidemment penser à réévaluer le traitement de fond. Si c'est la deuxième exacerbation de l'année ou si l'exacerbation a conduit à une hospitalisation, le patient rentre dans la catégorie des patients exacerbateurs fréquents, groupe C et D de la classification GOLD. Et dans ce cas, si le patient n'avait pas de traitement de fond, un traitement de fond doit être initié par l'AMA. Si le patient était déjà sous monothérapie et qu'il continue à faire des exacerbations, ce sera une association LABA et corticostéroïdes inhalés en l'absence de risque de pneumopathie. Sinon, ce sera l'AMA avec LABA en association. Si le patient était déjà sous bithérapie, il faut demander l'avis du pneumologue pour instaurer éventuellement une trithérapie. Deuxième chose, si l'exacerbation a nécessité une hospitalisation, il est important d'assurer la continuité des soins lors du retour en ambulatoire. En cas d'exacerbation sévère, le patient devra être revu à 1, 3 et 6 mois et devra faire des EFR et des gaz du sang dans les 2 mois suivant la sortie d'hôpital pour vérifier une éventuelle détérioration du VEMS.
La réadaptation respiratoire mise en place dans les premières semaines permet de réduire la mortalité et le risque d'exacerbation grave conduisant à une hospitalisation. Chaque consultation de suivi sera aussi l'occasion de renforcer et de vérifier les connaissances du patient concernant sa maladie avec l'éducation thérapeutique qui pourra permettre de le rendre peu à peu plus autonome. Et enfin, prévention des exacerbations. Cela correspond finalement au suivi global des patients BPCO, car tout l'enjeu est de prévenir une nouvelle exacerbation qui fait risquer une nouvelle et encore d'autres. Au décours d'une exacerbation, c'est également l'occasion de refaire le point sur la prise en charge de la BPCO au long cours et des facteurs de risque d'exacerbation. Encourager une bonne activité physique, voire inclusion dans un programme de réadaptation respiratoire, surveillance nutritionnelle, vérifier ou accompagner l'arrêt du tabac, rééduquer sur la iatrogénie des dépresseurs respiratoires, etc. Pour conclure et résumer ce module, nous avons appris à reconnaître une exacerbation de BPCO et écarter les diagnostics différentiels. Nous savons sur quels critères hospitaliser le patient. Nous savons prescrire les bronchodilatateurs de courte durée d'action et réfléchir quant à la prescription des antibiotiques, de la corticothérapie orale et de la kiné respiratoire. Enfin, nous savons suivre et prévenir les nouvelles exacerbations.